les enfants ne sont pas forcément scolarisés, ils sont là à la maison. Ils n'ont pas vraiment conscience de ce que c'est qu'une maladie hydrique, des dangers qu'ils courent. Et il suffit de circuler un peu dans Cotonou pour remarquer ce dont on parle. Surtout les quartiers qui sont au niveau des berges lagunaires et tout. Voilà. Ah oui, donc vous parlez des Ladji, oui. Vossa et autres. Ladji, Vossa, oui. Également dans la zone de Akpakpa, les quartiers tels que... Yenawa. Oui, à Bokikoji, à Bodjedo. Oui, voilà, ces quartiers-là sont vraiment et vous arrivez à toucher ces enfants-là dans ces coins? Bien sûr. Bien sûr, nous arrivons à atteindre ces enfants-là. Il suffit de contacter le centre de promotion sociale concerné. Okay. Et eux, ils sont permanemment en contact avec la population. Ils nous aident à mobiliser rapidement les enfants et à pouvoir passer le message. Et je peux vous assurer qu'avec les enfants, le message passe vite. Ils se chargent eux-mêmes de relayer. Et aussi, on a fait le constat que souvent, quand les enfants viennent, il y a un parent qui les accompagne. Ça permet aux parents également d'écouter le message et de pouvoir aider les enfants dans la mise en application de ces règles de base-là. De ces règles de base-là. Et donc, vous avez pu impliquer les personnes handicapées, les enfants qui sont dans les quartiers vraiment reculés de Cotonou. Vous êtes allé également dans les zones rurales pour pouvoir sensibiliser ces couches-là, ces communautés-là sur les règles d'hygiène et d'assainissement. Alors, votre prochaine conquête, ce sera quelle couche désormais? Notre prochaine conquête, ce sera tous les enfants. Nous épousons l'idée de l'inclusion. Donc, nous acceptons à la fois les enfants handicapés et les enfants non handicapés pour ne pas créer une discrimination et que tout le monde soit pris en compte. Et parlant des enfants handicapés, au cours de notre dernière activité, nous leur avons appris des choses très intéressantes. Nous leur avons appris, par exemple, à faire le tri des déchets et à valoriser ces déchets-là en les utilisant pour fabriquer des objets d'art très simples. Nous leur avons appris également à fabriquer des emballages biodégradables afin de contribuer un tant soit peu à leur épanouissement, à leur développement. Oui. Alors, vous leur avez appris tout ça. Comment est-ce que ces enfants-là vont pouvoir mettre cela en pratique dans leur vie de façon quotidienne? Oui, ils pourront mettre en pratique parce qu'ils n'ont pas besoin de grands moyens pour réaliser tout ce qu'on leur a appris. Et pour s'assurer que tous les enfants comprenaient ce dont on parlait, on a dû faire recours à des aides, des personnes qui nous ont aidés, notamment les enfants sourds. On a eu à recourir à des traducteurs pour que ces enfants-là puissent comprendre de quoi il s'agissait. Les enfants aveugles, on a dû les encadrer pour qu'ils puissent suivre ce qui se passait. Donc, on a essayé de satisfaire tout le monde et franchement, ils n'ont pas besoin d'avoir grands moyens pour réaliser tout ce qu'on leur a appris. Et donc, on peut dire que c'était une réussite, cela. C'était une réussite. Et je profite déjà pour dire que notre initiative a été sélectionnée et notre projet est exposé actuellement sur le site de Young for Water and Climate afin de rechercher des potentiels partenaires et sponsors. Et c'est la preuve que la question que nous abordons touche vraiment les questions de développement durable et aussi entre dans le cadre des recommandations du livre blanc qui a été signé par les jeunes lors de la COP 21 à Paris. Oui, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, vous n'êtes que 6 au départ. Vous étiez 6 au départ. Il y a d'autres qui ont rejoint le mouvement. Bien sûr, le groupe a grandi depuis juin. Le groupe a grandi. Chaque fois que nous organisons des activités, il y a des jeunes qui spontanément se portent volontaires. C'est là même le sens de l'engagement, du volontariat, l'engagement social. Spontanément, des jeunes se portent volontaires et nous disent « On vous suit sur les réseaux sociaux, nous apprécions ce que vous faites. On a envie de vous accompagner. » Et de façon bénévole, ces jeunes-là nous suivent. Parce que pour nos activités, on n'a pas un financement jusque-là. C'est souvent sur fonds propres
ou parfois des personnes généreuses qui disent « Ah, on aime ce que vous faites, on veut vous aider un peu, on va vous accompagner, soit sur le plan technique, ou on vous donne un petit truc pour assurer la collation aux enfants. » C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais chaque fois, je vous dis, il y a des jeunes qui sont volontaires et qui viennent vers nous. Merci beaucoup à vous, Alexa Onsou. Je rappelle que vous êtes pharmacienne, mais vous militez dans des organisations de jeunes qui sont engagés, voilà, je vais dire, pour le WASH, on peut le dire ainsi, oui, pour les indigènes. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On merci, espère que à l'issue des prochaines activités que vous viendrez rendre compte à nos téléspectateurs. Ce serait avec plaisir. Allez, pourquoi pas. Ulvaeus Balogun, lui, nous attend de l'autre côté de la rédaction de BB24. Avec lui, nous allons suivre l'actualité du développement. Il est 19h45 sur le grand rendez-vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de rester fidèle au programme de BB24. Voici le sommaire de cette édition. Cotonou dispose depuis ce jeudi d'un nouvel abattoir. Ce nouvel espace comprend le marché à bétail et l'espace boucherie. Il fabrique des aquariums et s'occupe des animaux et des plantes aquatiques qui y sont exposés. Eux, on les appelle les aquariophiles. Nous allons en découvrir un dans cette édition. Enfin, la Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la campagne cacaoyère 2018-2019, une campagne qui garantit un prix minimum aux producteurs. Je le disais dans les titres, Cotonou dispose désormais d'un nouvel abattoir de gros bétail. La construction et l'équipement de l'infrastructure de type moderne fait partie des résultats probants du projet d'appui aux filières lait et viande Pafilave. Un projet d'ailleurs qui vise à regrouper les activités de commercialisation et d'abattage du bétail au niveau d'un centre unique bien localisé et répondant aux normes de qualité, préservant l'hygiène de la population. Le bâtiment a été mis en service ce jeudi. Suivons Patrick Adjabodjou pour la découverte. Ambiance quotidienne sur le site de l'abattoir des viandes de bovins de Cotonou. Construit il y a 40 ans. Aujourd'hui, à peine 100 bovins y sont abattus par jour. La qualité des viandes sorties d'ici et mise sur le marché est source d'insécurité sanitaire. Mais désormais, les conditions changent. Un nouvel abattoir de gros bétail construit aux normes internationales s'érige. À l'intérieur, le nombre de bovins à abattre passe à 120 par jour. De la viande saine et de bonne qualité mise à la consommation. Avant de construire notre abattoir, nous avons visité un certain nombre d'abattoirs dans la sous-région pour voir les modèles, les problèmes. Nous sommes inspirés de ce qu'ils ont fait pour améliorer le standard des équipements. Donc aujourd'hui, si vous visitez l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas évident que vous puissiez retrouver des équipements de ce standard-là aujourd'hui. Des bouchers formés et qualifiés travaillent dans ce cadre approprié. Le site d'abattage est mis en service. Il y a des emplois donc directs et des emplois donc indirects. Les emplois donc directs, c'est le personnel de l'abattoir même, qui s'élève à une cinquantaine donc de personnes. Les emplois donc indirects, c'est ceux qui travaillent avec nous au niveau de l'abattoir, donc les bouchers pour qui nous travaillons. Il y a un lot de bouchers avec leurs apprentis. Ils sont autour de 125 personnes. Plus de crainte pour s'approvisionner en viande saine de bovins et de caprins à l'abattoir de Cotonou. Tout ce qui est viande bovine, en majorité, va être préparé ici. Ça va donc avoir un impact sur l'ensemble
des habitants de la ville de Cotonou et environ. C'est ça l'impact le plus important pour contribuer, disons, à leur sécurité sur le plan sanitaire. Une solution efficace contre le manque d'hygiène et d'assainissement. Cette nouvelle architecture est sans nul doute une preuve de la volonté manifeste de booster le sous-secteur de l'élevage, notamment les filières lait et viande. Vous connaissez certainement les aquariums, mais en dehors d'en avoir une vague idée, vous êtes-vous jamais interrogé sur ceux qui les conçoivent? Eh bien, ceux qui partagent cette passion, on les appelle les aquariophiles. Et Hugues Kataria en est un. Son espace de travail a tout d'un océan, mais ce n'est qu'un atelier. Estelle Pazou pour la découverte. Bruit d'eau, décor aquatique, on se croirait dans les profondeurs d'un océan. Si ce n'est d'ailleurs là un des objectifs d'un aquarium. Nous sommes dans un atelier où Hugues libère sa créativité. J'ai toujours aimé les animaux et je voyais aussi les aquariums à la télé, sur internet, de très beaux aquariums. Et par rapport à ce qui se faisait ici, moi j'ai toujours aimé les très belles finitions. Donc j'ai voulu reproduire ce que je voyais en Europe, en Asie, de reproduire au Bénin ici à Cotonou. Ça a d'abord été un déclic, puis son tout premier poisson exotique est devenu sa passion. Les substrats, les vers, les fleurs, tous les accessoires sont importés. Autodidacte en la matière, Hugues sait avec précision le temps qu'il lui faut pour achever ses aquariums. Ça dépend de la taille de l'aquarium et aussi de la décoration de l'aquarium. Un aquarium de taille moyenne, au plus en 3-4 jours, on l'a déjà conçu, décoré et livré. Mais pour un aquarium de grande dimension, environ 200, 300, 400, 500 litres, il faut environ 1 semaine à 2 semaines pour faire du bon boulot. Que serait un aquarium sans les poissons? Pour ne même pas avoir à répondre à la question, il les choisit avec grand soin. Les poissons ont d'abord été importés d'Asie, plus particulièrement de la Chine, de la Thaïlande, parfois d'Amérique du Nord. Donc quand on les a achetés pour la toute première fois, on a décidé de les reproduire et c'est ce qu'on fait actuellement. Donc il y a des poissons de Chine, de Thaïlande, de Sumatra, de Tanzanie, voilà, qu'on reproduit même ici. Voilà. Pour la finition de ses œuvres, Hugues travaille avec un plombier, un menuisier, un vitrier et un électricien. Il propose une gamme variée de ce qu'ils définissent comme étant un objet d'art vivant. De plus, outre son aspect esthétique, des études ont révélé que regarder les poissons d'aquarium minimise le stress et peut stabiliser la pression artérielle. Merci Estelle Pazou. Allons à présent au Nigeria où le président Muhammadu Buhari a présenté hier au Parlement un budget de plus de 16 878 milliards de francs CFA pour l'année 2019. Le budget est basé sur les hypothèses d'une production moyenne de pétrole brut de 2,3 millions de barils par jour. Selon des chiffres dévoilés le 10 décembre par l'Office nigérien de la statistique, le produit intérieur brut du pays le plus peuplé du continent a affiché une hausse de 1,81% au troisième trimestre 2018 comparativement à la même période de 2017. L'économie nigériane avait déjà enregistré une croissance de 1,50% au deuxième trimestre 2018 et de 1,95% durant le premier trimestre. Allons à présent en Côte d'Ivoire qui d'ailleurs affiche un taux de commerce intra-africain de 34%, dont 25% avec la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'information a été rendue publique par le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion. Selon lui, dupliquer cela à l'échelle continentale en intégrant la zone de libre-échange continentale africaine est une opportunité pour le secteur privé car il y aura l'avantage d'avoir un marché de 55 pays que constitue le continent africain avec 1,2 milliard de consommateurs et un potentiel de 800 millions de personnes de classe moyenne.
On reste en Côte d'Ivoire où le prix du kilogramme de cacao pour la campagne cacaoyère 2018-2019 a été fixé à 700 francs CFA à l'occasion de l'ouverture de la campagne. Un prix minimum garanti aux producteurs qui permet d'améliorer le revenu des acteurs du secteur. Reportage. C'est connu, le prix Borchamp du café est fixé à 700 francs CFA pour la campagne commerciale 2018-2019 qui s'ouvre ce lundi 24 décembre. Ce nouveau prix, qui est en baisse de 50 francs CFA par rapport à la campagne commerciale précédente, intervient dans un contexte international difficile, marqué par deux contraintes majeures. Le premier élément, donc, c'est l'offre mondiale qui est très importante. Le deuxième élément, c'est le dumping sur le marché. Lorsque nous allons sur le marché, nous constatons que ces concurrents majeurs font des décotes sur le prix jusqu'à 250 $ la tonne, soit environ 140 francs le kilo. Face à ces difficultés liées au marché mondial, le prix Borchamp serait de 533 francs CFA. Or, le gouvernement, pour maintenir l'équilibre, a fixé ce prix à 700 francs CFA. Le président de la République a estimé qu'il ne pouvait pas descendre en dessous de 700 francs. C'est un effort considérable de plus de 21 milliards. Brahima Koné a invité tous les acteurs de la filière à respecter les règles de qualité. Il les a par ailleurs assurés sur les dispositions prises pour éviter le blocage de la commercialisation, comme vécu à la précédente campagne. Heureux, les producteurs ont salué les efforts du gouvernement. Quand nous regardons le prix actuellement sur le marché international, on ne doit pas dépasser 500 francs. Ça veut dire que le gouvernement ivoirien a subventionné ce prix à hauteur de 21 milliards. Il faut aller prendre de l'argent ailleurs pour venir compléter ça aux producteurs. Je pense que ça se félicite, ça se mérite. Et nous disons merci au chef de l'État. La production annuelle du café en Côte d'Ivoire est estimée à 50 000 tonnes. Le gouvernement entend la relever à 200 000 tonnes d'ici à 2020. L'édition de ce soir se referme ici. Merci pour votre aimable attention. À bientôt. À bientôt, Ulvaïs Balogun, et passez un très bon week-end. On retrouve Jennifer Sachivi dans la salle web de BB24. Avec elle, c'est l'actu web. Le budget général de l'État gestion 2019 est adopté ce jeudi 20 décembre. Il s'élève à 1877,543 milliards de francs CFA contre 1862,918 milliards pour 2018, soit une hausse de 0,8%. Après avoir été examiné, le budget a été adopté à l'unanimité des députés présents ou représentés, moins 11 de l'opposition parlementaire. L'information est publiée sur le site du quotidien La Nation. De façon détaillée, l'on note que pour la gestion 2019, les ressources budgétaires sont évaluées à 1211,902 milliards contre 1135,609 francs CFA en 2018. Elles sont en augmentation de 76,293 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à un accroissement de 6,7%. Cette augmentation est basée sur les résultats attendus des réformes engagées au niveau des administrations financières. Le ministre de la Justice, Séverin Quenom, a ordonné par un arrêté la libération conditionnelle de 1200 détenus environ sur toute l'étendue du territoire national. Les grossistes répartisseurs de médicaments se trouvent dans le lot. Sur le site La Nouvelle Tribune, nous pouvons lire que c'est un soulagement pour les familles de ces grossistes emprisonnés depuis peu à la prison civile de Cotonou. Il s'agit des directeurs généraux du BEFAR, de Promo Pharma, du Bifarm, de Gapob et de la CAM. Les intéressés vont devoir tout de même payer une caution de 10 millions de francs CFA. Notons que 56 prisonniers détenus à la prison civile de Cotonou ont reçu cet arrêté du ministre ordonnant leur libération conditionnelle. Hors de nos frontières en France, les fonctionnaires en ordre de bataille suite à la hausse des salaires des policiers. Après une journée de manifestation, les policiers français ont en effet eu gain de cause et obtenu une hausse de leur salaire.
Au regard de la situation tendue dans le pays depuis plusieurs semaines, le gouvernement français ne voulait pas risquer un nouveau foyer de tension. Mais cette décision pourrait créer d'autres situations ingérables, à en croire les dernières déclarations. Selon le secrétaire général d'unité SGP, les policiers vont obtenir 120 € net d'augmentation mensuelle d'ici fin 2019. La rapidité de la prise de décision du régime Macron fait déjà grincer des dents, nous rapporte le site La Nouvelle Tribune. Le gouvernement veut essayer de calmer les fonctionnaires de l'État. Le secrétaire général chargé de la fonction publique a prévu de rencontrer les syndicats de fonctionnaires ce vendredi 21 décembre. Aux États-Unis, une jeune fille de 11 ans atteinte d'un cancer guérit miraculeusement. La petite Roxley Doss souffrait d'une tumeur jugée inopérable. Un contrôle fait 6 mois après a révélé la disparition des cellules cancérigènes, ceci sans qu'elle n'ait subi un traitement approprié. Quand j'ai vu pour la première fois l'IRM de Roxley, c'était vraiment incroyable, s'est exclamée Virginia Harrod qui suit la fillette à l'hôpital pour enfants d'Austin. Pour elle, c'est extraordinairement rare d'observer une résolution quasi complète de cette maladie. Fin de la revue web pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci également à vous, Jennifer Sativi, d'avoir lu sur la toile pour nous. C'était l'Actu Web. Jetons à présent un coup de regard sur le tableau météo avant de partir. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci également à toute l'équipe de réalisation et très bonne soirée sur BB24.